La guerre en Ukraine a connu une escalade spectaculaire au cours de la semaine dernière. L'Ukraine a considérablement intensifié le rythme de ses opérations, tant sur les lignes de front que dans les airs, et semble avoir touché un point sensible à l'intérieur de la Russie. Une frappe massive russe sur plusieurs villes ukrainiennes, utilisant un nombre record de drones et de missiles, a été immédiatement suivie d'une importante frappe ukrainienne sur Moscou et plusieurs autres régions. Mais les Ukrainiens ont également intensifié leurs frappes sur les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et c'est l'une de ces frappes, dans la ville de Starobilsk, dans l'oblast occupé de Louhansk, qui a vraiment irrité les Russes. En réponse, la Russie a lancé l'une de ses frappes les plus sévères sur Kiev en mai, et a menacé de frapper encore plus fort dans un avenir proche. Mais dans cette surenchère, l'Ukraine a répondu par une frappe dévastatrice de son côté, et maintenant l'Ukraine et le monde se préparent à ce qui va suivre. La riposte dévastatrice de l'Ukraine a sans doute élevé les enjeux de cette guerre à un niveau inédit. Voici toute l'histoire de ce qu'a fait l'Ukraine, et de ce qui pourrait se passer ensuite. La frappe sur Starobilsk dans la nuit du 22 au 23 mai a été l'une des nombreuses qui frappent de sans relâche les territoires occupés ces dernières semaines. L'Ukraine semble avoir établi une importante zone de destruction le long de l'autoroute cruciale M14. C'est la voie logistique principale du territoire occupé, reliant la Russie continentale à la Crimée d'Est en ouest. Ce qui était jadis une route de la vie est devenu une route de la mort. Des images montrent des dizaines de véhicules militaires, de camions-citernes et d'autres véhicules en feu ou calcinés au bord de la route. La route, connue sous le nom de RR 280 en Russie, est devenue si dangereuse que Vladimir Saldo, le chef de l'occupation russe de l'oblast de Kherson, a été contraint de publier un décret restreignant la circulation des véhicules de fret sur un important tronçon de la route. Mais les frappes dans les territoires occupés n'ont certainement pas cessé. Le 20 mai, Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, a annoncé que ses unités avaient frappé un camp d'entraînement de pilotes de drones russes dans la ville occupée de Snizhne. Il a déclaré qu'au moins 65 cadets et un instructeur avaient péri lors de cette attaque. Le lendemain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé de nouvelles frappes contre un quartier général du service de sécurité russe et un système de défense aérienne dans la région de Kherson, en Ukraine occupée, faisant près de 100 morts et blessés russes. Selon l'état-major général ukrainien, entre le 25 et le 26 mai, les forces ukrainiennes ont aussi frappé un poste de commandement russe à Ocheretina, Donetsk, et un poste de commandement régional à Verkhnia Kranitsia, Zaporijia. Des stations de contrôle au sol utilisées par les forces russes, près de Nesterianka, dans la région de Zaporijia, et de Novorodivka, dans l'oblast de Donetsk, auraient également été touchées. Mais les Ukrainiens ne faisaient que commencer. Ils ont aussi frappé un entrepôt de drones, un dépôt logistique près de Novopatrivka, un autre entrepôt logistique dans la ville de Donetsk, et un wagon-citerne de carburant près de Debaltseve, tous dans l'oblast de Donetsk. Les forces ukrainiennes ont également revendiqué une frappe réussie contre une station radar russe, un L-125 Niobisvo, près de Yask, dans l'oblast de Louhansk, le 24 mai. Les médias russes rapportent aussi une attaque inédite contre Enerhodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijia, le 27 mai, bien que cela n'ait pas été relayé par les médias occidentaux. Le directeur de la communication de la centrale, Yevgeny Yachina, a déclaré aux médias russes qu'au moins 50 explosions avaient été signalées, perturbant les communications et laissant une partie de la ville sans électricité. Les territoires occupés ont été durement frappés, et les Russes en ressentent la douleur. La frappe ukrainienne sur Starobilsk, dans le Louhansk, le 22 mai a réellement exaspéré les Russes. Dire que c'est un euphémisme décrit à peine l'ambiance en Russie après l'attaque. En réalité, cette frappe pourrait bien être leur bourreau. Comme vous vous en souvenez probablement, la Russie avait occupé la ville de Boutcha, située en périphérie de Kiev, lors de sa première avancée sur Kiev en mars 2022. Après leur retrait, les forces ukrainiennes ont trouvé des centaines de civils morts dans les rues, les sous-sols et des fosses communes. Les victimes tirent souvent retrouver les mains liées derrière le dos et une blessure par balle à la tête. L'incident a suscité une indignation mondiale et accru le soutien international à l'Ukraine. Plus important encore, cela a renforcé l'unité nationale et le soutien au gouvernement et aux forces ukrainiennes face à l'invasion russe. Sans doute plus que n'importe quel autre événement des débuts de la guerre. Malgré de nombreuses preuves, la Russie a nié ces accusations. Le président Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et même le président biélorusse Alexandre Loukachenko l'ont qualifié d'attaque fictive. Aujourd'hui à Starobilsk, les rôles sont inversés à bien des égards.
L'Ukraine dit avoir frappé le QG de l'unité d'élite russe de drones Rubicon près de la ville. L'état-major général affirme que ce n'était qu'une des nombreuses frappes contre des cibles militaires ce soir-là, contrairement au rapport des Russes, qui disent l'inverse. Les Russes disent avoir mené une frappe délibérée sur un institut de formation des enseignants, causant 21 morts et des dizaines de blessés. La majorité d'entre eux, ont-ils déclaré, étaient des étudiantes, des adolescentes âgées de 14 à 18 ans. Ils disent que des drones ukrainiens ont d'abord frappé un dortoir où les filles dormaient, puis d'autres vagues de drones ont suivi, 16 au total, visant les survivants et ceux qui tentaient de les secourir. Les images du site montrent plusieurs bâtiments détruits au collège de Starobilsk de l'université pédagogique de Luhansk, dont un dortoir de 5 étages en ruine. Après une session tendue et très désagréable du Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué par la Russie pour discuter de l'attaque, des pays européens comme le Danemark et la Lettonie ont rejeté la version russe. En réaction, les Russes ont organisé une visite du site pour des journalistes étrangers. Selon le ministère des Affaires étrangères, la BBC, CNN et tous les médias japonais ont décliné l'invitation pour diverses raisons. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé CNN d'avoir filmé la préparation de la frappe, se basant sur un reportage du correspondant Nick Patton Walsh. Cependant, 50 journalistes de 19 pays auraient fait le déplacement. Les images ne montrent aucune preuve d'installation militaire sur le site. Il reste difficile de déterminer ce qui s'est réellement passé. Peut-être que nous ne le saurons jamais. Cependant, la réaction russe a été sans précédent concernant la guerre en Ukraine. Les médias russes en font des tonnes, avec une couverture totale qui rappelle fortement les suites de Boutcha. La nation est choquée et indignée, non seulement par la frappe, mais aussi par l'affirmation que l'Ukraine s'est moquée de la tragédie. L'accélération des frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes, l'attaque inédite contre Moscou la semaine précédente, et les inquiétudes financières avaient déjà fortement assombri l'ambiance, surtout dans la capitale. Mais l'attaque de Starobilsk semble avoir franchi une sorte de ligne rouge psychologique nationale. En résumé, ils veulent du sang et la pression sur Poutine pour réagir avec force a fortement augmenté. Poutine a qualifié l'attaque de terroriste. Il a affirmé qu'il n'y avait ni installation militaire, ni installation des services de renseignement ou de services connexes à proximité. Il n'y a donc aucune raison d'affirmer que les munitions ont touché le bâtiment à cause de nos systèmes de défense aérienne ou de guerre électronique. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la frappe du 22 mai avait fait franchir à la guerre un point de rupture et averti que la patience de la Russie était épuisée. Poutine aurait demandé à son armée de présenter des propositions pour une frappe de représailles, et celle-ci est arrivée peu après. Le soir suivant, la Russie a mené l'une des frappes les plus lourdes sur Kiev et d'autres régions. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir détecté 90 missiles et 600 drones au total. Elle a indiqué que 55 missiles balistiques et de croisière et 549 drones avaient été abattus ou interceptés, tandis que 19 missiles pourraient ne pas avoir atteint leur cible. Cependant, ils ont reconnu qu'il y avait eu 16 frappes directes de missiles et 51 frappes de drones dans 54 endroits. Yuri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a semblé contredire ces taux d'interception. Nous avons vraiment subi une attaque sérieuse. 90 missiles, 600 drones, presque tous sur la capitale. Donc c'est vraiment un problème, a-t-il déclaré. Les images montrent peu de signes d'activité de la défense aérienne lors de l'attaque sur la ville. Cependant, il est possible que les défenses aériennes aient été plus efficaces ailleurs. Tcherkassy, Kharkiv, Odessa, Poltava, Soumy et Jitomir. Les Russes semblent également avoir inclus au moins une frappe avec la soi-disant super-arme russe tant discutée, l'Oreshnik. Zelensky a confirmé, grâce à des vidéos géolocalisées, qu'un Oreshnik a frappé Bilyasivka dans la région de Kiev. Divers extraits de la frappe sont apparus, dont l'un, fait intrigant, a été géolocalisé dans la ville de Donetsk à la place. Selon ces images, une seconde frappe aurait eu lieu au nord de Donetsk, sur la ligne reliant la ville à l'est de l'oblast de Kharkiv jusqu'à la région de Belgorod en Russie. D'autres rapports affirment qu'un deuxième Oreshnik a été tiré mais a échoué, s'écrasant quelque part en Russie ou dans les territoires occupés. Ce type d'analyse est introuvable sur d'autres chaînes militaires YouTube. Si vous voulez connaître chaque jour les actualités les plus importantes et pourquoi elles comptent, cliquez sur le bouton s'abonner. On ignore pour l'instant ce que les Russes ont frappé à Bilyasivka, ni si c'était la cible prévue. Il y a un aérodrome près du site de l'impact et une zone industrielle qui pourrait abriter des installations militaires, mais à première vue, ils semblent avoir frappé des installations agricoles et industrielles civiles et n'avoir causé que des dégâts superficiels.
L'usage de l'Oreshnik a été vivement condamné par les dirigeants européens. Le président Emmanuel Macron a condamné la frappe comme un signe de l'impasse et de l'échec de la guerre d'agression de la Russie. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a qualifié l'attaque d'escalade imprudente et a affirmé que l'Allemagne reste fermement aux côtés de l'Ukraine. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a qualifié son utilisation de tactique d'intimidation politique et de politique du bord du gouffre nucléaire irresponsable. L'Oreshnik est principalement conçu comme une arme nucléaire, mais sa charge utile de 6 missiles, chacun libérant 6 sous-munitions, ne peut être utilisée que comme une arme purement cinétique, sans aucune ogive. Poutine a affirmé que les matériaux spéciaux utilisés brûlent presque aussi chaud que la surface du Soleil, permettant aux missiles de pénétrer profondément dans des structures fortifiées. La frappe sur Bilyasivka n'était pas nucléaire. Aucun champignon atomique ni radiation détectée, mais la menace nucléaire évoquée par Kallas reste évidente. Le message russe indique que la prochaine frappe de l'Oreshnik pourrait emporter des ogives nucléaires. À ce jour, rien ne prouve que l'Ukraine ou d'autres aient des défenses aériennes capables de l'arrêter. Cependant, l'Oreshnik n'était pas le seul type de missile employé lors de l'attaque. Le ministère russe de la Défense affirme que les frappes ont utilisé des missiles Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Sirkon, des missiles de croisière aériens, maritimes, terrestres et des drones d'attaque. Ils ont affirmé avoir frappé les postes de commandement du commandement principal des forces terrestres ukrainiennes, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense et d'autres postes de commandement ukrainiens, ainsi que des infrastructures militaires non spécifiées. Comme toujours, ils ont aussi affirmé n'avoir visé aucune cible civile. Mais les preuves suggèrent fortement le contraire. Des immeubles résidentiels, centres commerciaux et bâtiments de services d'urgence auraient été touchés. Zelensky a annoncé 4 morts et 100 blessés au total. Une installation d'eau a aussi été attaquée, et le musée de Tchernobyl à Kiev pratiquement détruit. Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Ihor Klimenko, a qualifié l'attaque du musée d'attaque délibérée contre l'histoire, la mémoire et la vérité. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé qu'une personne est morte après qu'un immeuble résidentiel de 9 étages du quartier central de Shevchenko a été touché, provoquant un incendie aux étages supérieurs. Dans le même quartier, une frappe près d'un abri anti-aérien d'école a bloqué l'entrée avec des débris, piégeant plusieurs personnes. Chaque quartier de Kiev aurait subi des dégâts. Fait révélateur. La seule infrastructure militaire que les autorités ukrainiennes ont confirmée comme ayant été touchée est le bâtiment du commandement des forces terrestres. Cependant, selon un conseiller bien connu du ministère ukrainien de la Défense, Sergei Flash-Bezkresnov, l'installation n'a pas été utilisée depuis le début de la guerre. Il a aussi confirmé que l'usine de Lukanivka, déjà endommagée par de précédents bombardements, avait de nouveau été touchée. Il n'est donc pas évident ce que les Russes ont accompli, si ce n'est donner à Kiev une allure apocalyptique au lever du soleil. Les Ukrainiens ont-ils accepté l'attaque sans réagir ? Évidemment non. La riposte a été rapide, dévastatrice, et elle se poursuit sans relâche. Le 27 mai au matin, l'Ukraine a frappé une usine de réparation d'avions militaires à Taganrog, région de Rostov. Le gouverneur Yuri Slezar a déclaré que la défense aérienne avait abattu un missile au-dessus de la ville, les débris blessant 2 femmes, dont une gravement. Mais des images analysées par le média russe Astra ont suggéré que la frappe avait touché près de la 325e usine de réparation aéronautique, une installation qui entretient les avions militaires russes, y compris des avions de transport AN-12 et Il-76, des bombardiers, Su-24, des avions d'attaque, Su-25, ainsi que des hélicoptères Mi-8 et Mi-24. L'installation a été sanctionnée par l'UE, les États-Unis et l'Ukraine pour son soutien à l'effort de guerre russe. Au nord, des explosions causées par une attaque de missiles ukrainiens ont secoué la zone autour de la base aérienne Baltimore à Voronej, qui abrite les chasseurs bombardiers Su-34 utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Le gouverneur de Voronej, Alexandre Gouchev, a indiqué que 2 cibles à grande vitesse ont été détruites au-dessus de la ville, précisant que des débris ont endommagé des structures civiles sans faire de victimes. La chaîne de surveillance ukrainienne X7 Nova Plus a déclaré que des missiles Storm Shadow britanniques et français visaient la base aérienne. Des vidéos circulant en ligne montraient une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de la zone après la frappe, ce qui suggère des impacts directs plutôt que des dégâts causés par des débris. Cette nuit-là, les forces ukrainiennes ont encore frappé la ville assiégée de Tuapse, dans le kraï de Krasnodar. C'est au moins la 5e fois que cette ville stratégiquement importante est touchée rien qu'au printemps 2026. La ville possède une grande raffinerie de pétrole et un terminal maritime pour exporter ses produits qu'au par navire. Une frappe précédente, le 1er mai, a temporairement transformé la ville en un enfer invivable avec un air si chargé de fumée qu'il devenait dangereux, toxique, de respirer.
La pluie noire contenait du pétrole, et une vaste nappe subsiste, non entièrement nettoyée près d'un mois après. La dernière attaque aurait visé le terminal pétrolier maritime et la raffinerie, provoquant un grand incendie. Le quartier général opérationnel du Kraï de Krasnodar a attribué sans surprise les dégâts à la chute de débris de drones. Souvent, comme à Taganrog et Voronej, c'est un euphémisme pour un impact direct. Enfin, la Crimée occupée a aussi été attaquée, comme souvent. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozaïev, a indiqué que des drones ukrainiens et des missiles Storm Shadow ont visé la ville cette nuit, dont un missile ayant touché le bâtiment de la direction sud de la Banque centrale de Russie. L'impact a causé un incendie sur le toit et endommagé les fenêtres et balcons d'immeubles résidentiels voisins, sans victimes, d'après les responsables locaux. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté et détruit 140 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions russes et de la Crimée pendant la nuit, sans mentionner de frappes de missiles. L'Ukraine et le monde se préparent à la suite, tandis que le pays prépare sûrement sa prochaine attaque. Lundi, avant les représailles ukrainiennes, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que ses forces mèneraient des frappes systématiques sur l'industrie militaire ukrainienne à Kiev et sur des centres de décision. Il a demandé aux ressortissants étrangers et au personnel diplomatique d'évacuer la ville et aux habitants d'éviter les zones militaires et administratives. Même les États-Unis n'ont pu éviter les conséquences. Peu après l'avertissement, le ministre russe Sergei Lavrov aurait appelé le secrétaire d'État Marco Rubio, lui disant très clairement que Washington devait évacuer les diplomates de l'ambassade américaine à Kiev. Son avertissement a été largement ignoré. Mercredi, Kaja Kallas a affirmé que les diplomates de l'UE resteraient, et que seule une nation, les États-Unis, avait commencé à évacuer son ambassade, ce que ces derniers ont aussitôt démenti. L'ambassade des États-Unis reste ouverte et ses opérations inchangées, a-t-elle déclaré sur X, démentant toute fausse information. C'est la dernière d'une série de déclarations embarrassantes de Kaja Kallas, suscitant de plus en plus de critiques des médias et analystes. Malgré l'avertissement sévère de la Russie, les diplomates européens restent présents, alors que le district administratif de Kiev pourrait être visé. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Syabir, a qualifié les avertissements de Moscou de chantage éhonté, assurant que ces menaces n'intimideraient pas les diplomates occidentaux à Kiev. L'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katerina Mladenova, a rejeté les appels à l'évacuation, affirmant que les missions occidentales resteraient sur place. Mais derrière cette bravade, des signes montrent que l'Ukraine craint la gravité des prochaines frappes russes. Mercredi, le célèbre analyste ukrainien, le lieutenant-général Ihor Romanenko, a déclaré que la Russie accumulait des missiles balistiques et pourrait lancer une frappe massive dans une semaine environ. L'ancien chef adjoint de l'état-major général et fondateur de Safe Skies Over Ukraine a affirmé que la Russie utilisait davantage de missiles balistiques pour exploiter le manque de missiles antibalistiques en défense aérienne ukrainienne. Mercredi, Volodymyr Zelensky a écrit une lettre ouverte à Donald Trump, remise au Congrès par l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Olena Stefanichina. Dans cette lettre, il a souligné la précarité de l'Ukraine face au manque de défense antibalistique et demandé une livraison accélérée de missiles patriotes par les États-Unis. Pour la défense anti-missiles balistiques, nous dépendons presque uniquement des États-Unis. Le rythme actuel des livraisons dans le cadre du programme Pearl ne correspond plus à la réalité de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Je vous demande votre aide pour protéger l'espace aérien de l'Ukraine contre les missiles russes, a-t-il écrit. On ignore si Trump a répondu ou comment il pourrait réagir. Mais en attendant, des blogueurs russes ont noté que les frappes de cette semaine se sont concentrées sur des cibles liées à l'armée de l'air russe, en particulier sur ce qu'ils décrivent comme des terrains et des installations, à partir desquels la Russie lance des missiles contre l'Ukraine. Ils pensent qu'il s'agirait d'une tentative pour retarder ou empêcher une frappe massive que Romanenko affirme en préparation. Mais il y a une question que personne ne veut envisager, et ce n'est pas sans raison. Poutine va-t-il autoriser l'usage d'une arme nucléaire tactique ? Les partisans de la ligne dure en Russie ont été secoués par les récents revers au front, la capacité croissante de l'Ukraine à frapper loin à l'intérieur de la Russie en toute impunité, et l'attaque de Starobilsk. Ils exigent des mesures extrêmement sévères, mais on peut se demander si la Russie dispose réellement de la puissance conventionnelle nécessaire pour porter un coup véritablement écrasant à Kiev, ou pour faire face aux conséquences potentielles. Des voix comme celle du professeur Sergei Karaganov, président honoraire du Présidium du Conseil de politique étrangère et de défense, réclament depuis longtemps que Poutine cesse d'être conciliant avec l'Ukraine, mais elles ont en grande partie été écartées par Poutine.
Aujourd'hui, le message de Karaganov semble gagner en résonance. Il affirme que si l'arsenal nucléaire russe ne suffit pas à dissuader l'agression, la Russie devra en utiliser une partie pour rétablir la dissuasion. Il ne recommande pas uniquement des frappes contre l'Ukraine. Il veut également cibler les nations européennes qui la soutiennent le plus. Il a déclaré à Vesti que des frappes symboliques pourraient précéder d'autres moins symboliques. Poutine a à plusieurs reprises fixé des lignes rouges pendant la guerre, pour ensuite les laisser être franchies de manière humiliante sans vraiment réagir. L'Ukraine et ses alliés ont toujours cherché à augmenter les enjeux. Mais cette fois, cela paraît différent. Poutine va-t-il encore échouer à défendre sa ligne ou Starobilsk était-il vraiment la goutte d'eau de trop, comme l'a dit Lavrov? Si la Russie est prête, et surtout capable de lancer une frappe dévastatrice contre l'Ukraine ou ailleurs, comment le monde occidental réagira-t-il? Les États-Unis et les nations européennes seront-ils prêts à risquer une dévastation nucléaire si par exemple Poutine décide de transformer le centre de Kiev en un immense cratère radioactif? Espérons que ces questions restent de la spéculation. Nous resterons attentifs à la situation et vous tiendrons informés. Alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne. En attendant, regardez cette vidéo et décidez par vous-même si les soi-disant super armes de la Russie, comme l'Orekhnik, sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Et merci de nous avoir regardés.